Salam alaikum Azulf Laoun. Bonsoir. Le Hirak n'a jamais vraiment cessé de réclamer un changement de système pour mettre fin à un régime contrôlé indirectement par le pouvoir des militaires. Seule l'épidémie de Covid-19 a permis de limiter la régularité et l'ampleur des manifestations. Le Hirak est une idée pacifique extraordinaire qui a réussi la prouesse de faire renaître la fraternité dans la société algérienne. Le Hirak est une conscience qui ne va pas mourir. Le Hirak est une chance pour le peuple algérien. Le Hirak algérien, avec son pacifisme généreux, sera certainement un jour une référence planétaire pour les combattants de la liberté. Le Hirak a démarré il y a 2 ans, a incarné à la fois la détermination des Algériens à continuer leur lutte pour l'instauration d'un État de droit, mais aussi l'échec de la stratégie du pouvoir avec son lot de répression et de cooptation pour contenir un peuple en ébullition. Après presque une année de pause due à la crise sanitaire mondiale, le fossé qui sépare le pouvoir et la société algérienne semble plus profond que jamais. L'Algérie est devenue depuis février 2019 un pays compartimenté, coupé en deux et habité par des espèces différentes. Le monde du pouvoir en place et le monde du peuple. Ces deux mondes fonctionnent avec des logiques différentes et ont des visions conflictuelles de l'Algérie de demain. Ainsi, le Hirak a permis de mettre à nu la vraie nature de Al-Jazaïr Al-Jadida, l'Algérie nouvelle, prônée par le président Abdelmadjid Tebboune. Le régime a accentué sa répression pour intimider, matraquer, emprisonner et même torturer les hirakistes, comme cela a été le cas avec l'étudiant Walid Neqish, mais aussi tout récemment du jeune adolescent Saïd Chtouane. Au même moment, nous avons assisté à un État en panne, des institutions délégitimées, à un chef de l'État absent, à un gouvernement incompétent, une économie rentière en faillite et une justice aux ordres pour les règlements de compte entre les différents clans du pouvoir et comme instrument de reconfiguration de leur hiérarchie. Ce pouvoir se trouve ainsi acculé, démuni dans sa stratégie de manœuvre répétitive qui n'aboutissent plus. Il essaie encore et encore de diviser ce Hirak à travers la fibre régionaliste, religieuse, idéologique et politique, avec des promesses et des tours réchauffés pour un personnel politiquement inculte et incompétent. On clôture une semaine très tendue et effrayante avec un nouveau record dans la répression et les violations des droits de l'homme. Le Hirak démontre chaque semaine que le régime algérien peine à tenir le pays et la crise politique s'aggrave et plonge le pays dans l'incertitude et dans un dangereux déclin socio-économique. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع فيك من غير بوليسيون باسيفيك يا منتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما
كلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين. Algérie, la fuite en avant du pouvoir face à une situation dangereuse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours avec un plaisir que je participe à tes émissions. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger et un bonjour aussi aux invités de l'émission. Merci Adel Jabbar. C'est un plaisir aussi de vous avoir dans cette émission, cher ami. On aura le plaisir aussi d'avoir M. Djemal Ghessoum, ex-candidat aux législatives algériennes depuis Paris via Skype. Si Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Nasser, et merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous, Si Djemal. On aura aussi Maître Nassim Arzazgui, qui est avocate et militant des droits de l'homme depuis Alger, et professeur Belkacem Boukhrouf, économiste et analyste politique depuis Alger aussi. Je vais commencer cette émission avec vous, Adel Jabbar. Merci encore une fois. C'est Adel Jabbar. Donc, comment peut-on qualifier les marches de vendredi? Le vendredi sont 12. Certes, beaucoup parlent d'un succès de ces marches. Un nombre très important des Algériens qui étaient dans la rue, toujours déterminés bien sûr, pour aller jusqu'au bout de cette révolution. Mais de l'autre côté aussi, on a vu beaucoup de répression à Adel Jabbar. Votre lecture? Le peuple est toujours égal à lui-même. Moi, je ne succombe pas à la théorie des chiffres ou à la polémique des chiffres. Parce que moi, j'ai lu aussi un quantificateur des foules qui a une caboche avec des idées novembali bandici et des lunettes chinoises pleines de buée, dire qu'il n'y avait qu'1% de gens qui étaient dans la rue. Donc 1% sur 45 millions, c'est epsilon, ou c'est une quantité tout à fait négligeable. Donc moi, au-delà des chiffres qui ne m'intéressent pas et des arithmétiques mortuaires qui sont distillées ici et là par les tenants illégitimes du pouvoir, je me limiterai à la présence du peuple dans la rue, fût-il qu'il y ait une personne qui réclame l'istiqlal. Ça veut tout simplement dire que ça ne marche pas. Quant à la répression, elle existe depuis très longtemps, c'est l'ABC de ce qu'apprennent les tortionnaires à leur recrue quand ils les engagent, soit dans la police, soit dans le DRS, soit dans la gendarmerie. Donc ils n'ont qu'un gourdin dans la tête, la haine et le mépris total qu'ils leur enseignent vis-à-vis du peuple qu'ils considèrent comme des servants ou des insectes sur lesquels il faut taper dessus. Je me rappelle, entre autres, en 1974, quand j'ai été faire mon service national, ils nous ont cueillis avec leur fameuse phrase « c'est-à-dire que pour eux, le civil, c'est un sous-être, c'est un infra-humain, et fût-il un cabran analphabète polyglotte à gauche et à droite qui vient de tomber de l'arbre, il va considérer un universitaire comme un rien ou un moins que rien. Pourquoi? Parce qu'il est civil. Et ils nous ont nous-mêmes, ils ont essayé nous-mêmes de nous faire ce brainwash, ce lavage de cerveau pour qu'on ait un comportement hautain, méprisant vis-à-vis de nos frères, de nos amis, quand nous avions terminé les 45 premiers jours de notre formation commune de base. Ils pensaient qu'ils allaient nous transformer en petits monstres analphabètes, brutaux, qui allaient leur ressembler. Mais c'était cause perdue parce qu'en face d'eux, c'était la fine fleur de l'Algérie qui était dans les casernes. À l'époque, on y croyait. On pensait que nous étions là en train de servir une armée nationale populaire, mais malheureusement, ça n'a pas trop changé. C'est encore des mafieux qui se sont accaparés cette armée-là et qui en font ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont fait pour la transformer aujourd'hui en une armée de caboches qui est inféodée à des puissances étrangères, qui est négociée comme mercenaire par les tenants de ce pouvoir illégitime et qui ont
pour simplement des préoccupations, leur poste et leur casse-croûte. Ils veulent du riz, ils s'en foutent de l'Algérie et du peuple algérien. C'est des gens qui sont là en train de vouloir préserver leurs privilèges, leur futur, leur boulot et les prédations qu'ils n'ont jamais cessé de faire depuis 1962. Donc, pour résumer, ce régime-là est un régime illégitime, dictatorial, il ne changera pas son ADN, c'est la férocité, la brutalité, le mépris, le vol, les détournements, et aujourd'hui il est en train de vendre la souveraineté du pays. Et nous avions vu la visite du chef des armées françaises et le comportement du chambette qui fait office de chef d'état-major de ce qu'ils appellent l'armée nationale digne héritière de la LN. On a vu son attitude, son langage corporel qui était celui d'une poule. Très bien, on va revenir sur cette visite. Jamal Ghassoum, le peuple est égal à lui-même, nous dit-on Adel Jabbar. On a vu bien sûr la détermination du peuple dans ce Hirak depuis le 22 février 2019, mais aussi de l'autre côté un déni de la situation pour un vrai changement. Le régime est dans sa logique, il parle des élections, il parle du changement de l'Algérie nouvelle, El Jadida, mais les Algériens n'y voient rien de tout ça. Alors permettez-moi de répondre d'une double manière sur votre question. Tout d'abord sur la question du Hirak, et je reviendrai très rapidement sur la question de l'armée. Une armée qui est aux frontières et sont là pour nous. Donc je ne vais pas insulter 99,99% de l'armée pour quelques généraux mafieux. Je n'ai pas ce niveau. En ce qui concerne le Hirak, il n'y a aucune contestation possible de mon point de vue. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur vos plateaux, qu'il y a effectivement une renaissance du Hirak tel qu'on l'avait connu avant la pandémie. Cela, je crois que même sociologiquement, à Paris, c'est autre chose. À Paris, c'est Tehrak. Ça n'a rien à voir avec le Hirak. Mais de ce que je peux voir en Algérie, sociologiquement, moi, je constate bien qu'il y a évidemment le Hirak qui est là. Ça, je ne conteste pas. Je ne remettrai pas non plus en question ces gens de bonne foi qui sortent pour réclamer leur droit pur à des imposteurs, à des ennemis purs de l'Algérie. Vous avez cité des exemples, et on pourrait très largement revenir là-dessus, sur le jeune Saïd Chetouane. Donc, on pourrait en parler sur la question de la manipulation d'une toute petite partie. Et je ne ferai pas comme monsieur, je n'insulterai pas le Hirak pour une petite partie de manipulateurs et d'apprentis terroristes. Ça, je ne le ferai pas, parce que j'ai quand même un certain respect de ce qui est dû à celles et ceux qui veulent défendre les valeurs de notre pays. Donc, mais qui c'est qui a insulté Jamal Ghassoum? Qui c'est qui a insulté le Hirak? Non, oui, on insulte, c'est-à-dire que... Mais c'est le pouvoir qui insulte le Hirak. C'est lui qui parle que le Hirak n'est plus le Hirak de 2019, qu'il l'a appelé de Béni, et qu'il dit que ce Hirak maintenant ne représente pas la volonté du peuple algérien qui est sorti en 2019, qui pour lui a mis la Issaba en prison. Allez-y, Jamal. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je suis le seul à avoir un avis dissonant sur votre plateau. Laissez-moi juste un peu de temps. Je disais non, c'est juste pour la compréhension, Jamal Ghassoum, parce que vous avez dit, j'ai peur que vous avez fait le parallèle avec ce qu'a dit Adel Jabbar. C'est juste pour comprendre. Tout à fait. Vous avez tout à fait compris. C'est-à-dire que pour une petite partie de manipulateurs qui tentent d'introduire le Hirak, le Moubarak, le vrai Hirak, et qui continuent à se battre et que je salue, je ne vais pas insulter cette immense majorité pour une petite bande de manipulateurs, d'où des organisations, Rachad ou autres. Je ne vais donc pas faire comme M. Adel Jabbar, c'est-à-dire insulter notre armée nationale qui est composée de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui préservent notre unité et notre sécurité. Je ne ferai pas ce parallèle, j'ai une notion de responsabilité qui me semble importante. Maintenant, sur la question du Hirak. Ici, en France, je ne parlerai pas de Hirak. J'y vais très souvent à Paris, à République, et lorsque je vois la sociologie est tout à fait claire. Donc, je ne remettrai pas en question. J'accepte complètement l'idée, et c'est un fait pour moi qui est avéré, donc je n'ai pas d'intérêt que le Hirak en Algérie répond, c'est inévitable,
aux mêmes aspirations et sociologiquement au même public qu'en 2019. Cela est de mon point de vue tout à fait, c'est pas discutable pour moi en tout cas. Donc vous pensez, Djamel Gessoum, que la majorité des Algériens qui sortent chaque semaine revendiquent des droits qui sont tout à fait légitimes, oui, et que malheureusement le pouvoir est en total déni, et des fois même il qualifie ces Algériens qui sortent chaque semaine d'ennemis de l'Algérie, des Algériens qui sont manipulés par l'étranger, de la main étrangère. Permettez-moi, Sina, de répondre. Vous posez une question double en fait. Hein, vous posez une question. Là, je vous entends plus. Mais bon. Je vous entends très bien, si jamais. Très bien. Alors, très bien. Dans votre question, Sina, vous mettez en évidence deux déclinaisons d'une question. Je ne peux pas répondre aux deux en même temps. Sur la question de la volonté du changement du peuple algérien, elle est intacte et elle est réelle, puisqu'ils vivent la situation sociale actuelle en Algérie. La question et vous indiquez clairement que l'État, ou en tout cas ses organisations, indiquaient que le Hirak est ceci et cela. Non, il y a une petite partie de terroristes et de gens qui infiltrent en manipulant des affaires, comme celui du jeune Saïd Chetouane. Il y a une petite majorité. Il ne faut pas jeter, et je n'accepte pas qu'on jette l'opprobre sur l'immense majorité des Algériens qui aspirent à une évolution sociale. Le deuxième pendant de votre question, Sina, c'est on ne voit rien arriver, ou en tout cas, mais on ne change pas, il faut être clair, et ça c'est valable pour tous les pays, ça pas simplement pour l'Algérie, on ne change pas un paquebot de direction comme s'il s'agissait d'une petite barque. Ça demande du temps, il y a des choses qui sont en train de se faire, trop lentement, c'est une évidence. Il y a aussi d'autres choses, moi, qui ne me plaisent pas en Algérie, sur le mode de gouvernance, etc. C'est une évidence, mais en tout état de cause, on ne peut pas jeter. Et moi, je suis né en France, je suis profondément algérien, et je n'accepte pas qu'on jette non plus l'opprobre sur notre armée nationale, digne héritière, oui monsieur, digne héritière de l'armée de libération nationale, pour quelques personnes, quelques généraux, qui se sont servis au passage dans la caisse. Ça, je ne l'accepterai jamais. Moi qui suis né en France, donc nous avons. Donc, est-ce que vous pensez, qui est aux frontières et qui ne mange même pas à sa faim pour défendre notre sécurité, de là à insulter l'ensemble de l'armée nationale, non, monsieur. Mais je ne pense pas que Adel Djebbar a insulté l'ensemble de l'armée nationale. Mais on va lui donner la parole. Il faut opérer dans ces cas-là des distinctions dans ses propos. Il faut savoir être mesuré dans ses propos. C'est ce que je fais d'ailleurs par rapport au Hirak. Je distingue bien l'immense majorité des Hirakistes qui sont en Algérie et qui demandent leurs droits d'une petite bande de manipulateurs, de fossoyeurs et de terroristes qui essayent de l'introduire pour d'autres fins. Je fais bien cette distinction. Donc, il serait intéressant que lorsqu'on parle d'une institution, si distinction il y a à faire, il faut absolument la faire. C'est en tout cas un esprit. Moi, je veux un débat critique sur cette question. Très rapidement, Djamel Gessoum, très rapidement. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en train de changer pour le meilleur? En tout cas, nous avons eu le pire. Alors, c'est une manière évidemment politique de vous répondre, Sina. Nous avons eu le pire. Nous ne sommes pas, évidemment, c'est vrai, encore arrivés au meilleur, loin de là. Moi, je pense, et en tout cas, c'est ma conviction intime, que le président de la République a une réelle intention de faire changer, de faire évoluer les choses. Maintenant, de là, et c'est là où j'en veux au président de la République, et je ne cesse de le dire sur votre plateau, Sina. Je lui en veux de s'être entouré de personnes qui sont incapables de mener des missions. Très bien. Je vais revenir à vous, Djamel Gessoum. C'est très clair. Je vais revenir à vous, Djamel Gessoum. Adel Djebbar, donc les choses sont en train de changer. Ça prendra du temps. Et il a une bonne intention, nous dit-on. Djamel Gessoum, Abdelmajid Tebboune, il a une bonne intention de faire évoluer l'Algérie. Adel Djebbar. Moi, je ne suis pas né en France. Je déteste la France officielle. Moi, je suis né dans les bas-fonds d'un quartier populaire en Algérie. J'ai vu la colonisation. J'ai un grand frère qui est mort les armes à la main à 18 ans pour combattre cette France criminelle, colonialiste.
je viens d'une famille de révolutionnaires, j'ai plein de chouhada, au minimum 16 dans ma famille. Moi-même, je le dis pour la première fois sur votre antenne, moi j'ai fait une guerre par procuration en fin 75, début 76. كي كان الرصاص يخيط في الصحراء الغربيه اللي بعثونا ليها هاد les colonels تاع بكري الجبناء, les lâches qui sont aujourd'hui à la tête de cette armée, ils nous en laissent les officiers de réserve que nous étions, le Jounoud à 90% de réserve qu'il y avait, à 25 ans, moi j'étais sur le front. Je n'insulte pas l'armée. Moi, je connais l'armée. Je suis en train d'insulter les proxénètes qui ont privatisé cette armée-là, les voyous, les vieillards séniles, les prédateurs, les généraux qui sont à Paris avec des appartements de 2-3 millions de dollars, le bandit, le criminel qui s'était réfugié à Barcelone, et à qui on a envoyé un avion présidentiel d'un pantin qui fait office de président, parce que c'est les généraux proxénètes qui l'ont installé, un voyou qui était condamné à 15 ans de prison, un criminel de guerre qui se retrouve aujourd'hui informellement en train de gérer cette Algérie. Je parle de ces généraux, ces bandits qui ont envahi la prison de Blida, ou li harb, ou li hakim kirchou, ou li barra. Donc si ce monsieur-là, qui à chaque fois qu'il vient sur votre plateau, vient avec un CV pour faire une offre de service et d'emploi, moi j'ai dépassé ce stade-là. Moi, ma carrière est derrière moi, je n'attends rien de ces illégitimes, de ces criminels qui dénient le droit au peuple de vivre tranquillement. الجزائريين واش قاعدين يقولوا؟ قاعدين يعيطوا استقلال. Moi, ça me rappelle mon enfance quand les Algériens sont sortis en 57, 58, en 60 pour dire istiqlal à un officier de l'armée française qui disait aux Algériens واش حبيتوا. Décembre 60, الجزائريين يخرجوا يقولوا استقلال. اليوم en 2021 الجزائريين يطلبوا في الاستقلال باسكو شاعرين باللي راهم تحت استعمار، والاستعمار تاع فرنسا بالك ارحم من الاستعمار هذا، باسكو هادو زعما خوتنا، هادو يسميوهم محمد ورابع وقدور وعبد العالي اللي قاعدين يقتلوا في الناس ويضربوا في الناس ويشردوا في الناس. ما يحسنش هذا السيد هذا اللي يقول لك لو بوتي جون سعيد qui a 15 ans, qui a fait l'objet d'attouchements sexuels, je ne parle pas d'agression sexuelle, il n'en a pas parlé, mais d'attouchements sexuels, de menaces. C'est un enfant. Aujourd'hui, ils sortent le procureur de la République pour dire tout le mal de jeunes révolutionnaires qui me rappellent, moi, les jeunes révolutionnaires des années 54. Parce qu'ils se sont exprimés. Ils ont exprimé leur mal. Un poète, les idiots, les imbéciles, un poète, c'est un baudelairien. Il travaille où il dit uniquement, il écrit en oxymore et en prône. C'est pas الحيوانات الناطقة هذه اللي تفهموا. تهز الشاعر تحطه في الحبس à 25 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des petits jeunes qui sont avec lui, moi ça me déchire le cœur de les voir sur Facebook et sur YouTube crier leur mal et leur douleur. Hadou, c'est des criminels, et tous ceux qui les supportent, tous les servants, tous les soumissionnaires de service leur ressemblent. Pour moi, Hadou, ils n'ont pas le droit de parler du peuple algérien. Le peuple algérien cherche sa dignité. Et la dignité est dans la lutte. Elle n'est pas dans l'issue du combat. On peut exprimer son avis et je peux comprendre. On peut exprimer son avis, mais j'aimerais bien que ça reste dans le respect des invités qu'il y a sur ce plateau. Si on revient... Moi, je suis respectueux, mais je n'aime pas qu'on m'attaque avec des faussetés et des légèretés. Qu'on ne me dise pas j'ai insulté l'armée. Moi, j'ai 40 officiers dans ma famille qui ont tous eu des grades au minimum capitaine et qui sont sortis de l'armée. J'ai une trentaine d'anciens moujaheds qui ont pris les armes à 18 ans. Mais qu'on ne vienne pas me raconter des histoires pour me dire t'as insulté. Je n'ai jamais insulté l'armée. L'armée, moi, très bien, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair, c'est Adel Djebba. Jamal Kssoum, si on revient un peu sur ce Hirak qui reste un mouvement historique dans l'histoire de l'Algérie, avec son pacifisme bien sûr, son unité, malgré les manœuvres du régime ou du pouvoir
pour essayer donc de le casser ou de le diviser. Est-ce que ce n'est pas le moment, face à la situation que nous vivons, face à la situation économique, face à la situation sociale et même cette crise politique, est-ce que ce n'est pas le moment d'écouter ce peuple qui veut sauver son pays? Mais évidemment, qui serait en mesure de dire qu'il ne faut pas écouter le peuple, parce que c'est quand même le peuple qui est souverain et qui est chez lui. Donc, de ce point de vue, sinon, ça vous prêchez ce qu'on appelle un convaincu. Bien évidemment qu'il faut l'écouter, mais bien évidemment aussi qu'il sera difficile, mais il faut, et ça c'est ce qu'on appelle la réelle politique, il sera difficile de changer du tout au tout en très 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 peu de temps. Il y a eu... Mais c'est ça l'argument, Jamel Ghassoum. Je vais vous redonner la parole. L'argument que vous êtes en train d'avancer, que les choses vont prendre du temps, mais on est sur le bon chemin. Le problème, on n'est pas sur le bon chemin, on est en train de reculer. Surtout les côtés, quand on parle de la situation sécuritaire ou la situation de la répression. On voit des jeunes qui sont torturés, qui sont emprisonnés. On apprend aujourd'hui que plus de 23 détenus du Hirak sont en grève de la faim, des dépassements. On accuse des journalistes, on les emprisonne. Les choses, au contraire, ils sont en train de s'empirer. On n'a rien vu, les Algériens n'ont rien vu. Oui, évidemment qu'ils n'ont rien vu. Pour revenir sur ce que vous disiez, bien évidemment que la question des détenus du Hirak, etc., n'est pas acceptable dans aucune démocratie. Il n'existe pas un état de droit qui incarcère, par exemple, pour un motif d'opinion, même si maintenant on le voit aussi en France. Alors, monsieur qui me reprochait d'être né en France, moi, je parle d'un pays où je ne suis pas né, mais si j'ai quelque chose à dire, je ne le ferai pas de l'étranger, j'irai dans le pays. Ça, c'est une question de courage. Sur la question d'avancer, oui, c'est évident que le peuple est souverain. Les droits qu'il demande sont tout à fait légitimes. Les demandes sont d'ailleurs les mêmes qu'en 2019, et le mouvement est aussi légitime qu'en 2019. Moi, j'opère simplement une distinction entre la volonté du peuple, les gens qui sortent, qui sont de bonne foi et qui demandent, ce qui est légitime, et je distingue bien, pour connaître un peu le système. Vous savez, je suis quand même spécialisé dans la question de la sécurité et du terrorisme. C'est mon métier, donc ce n'est pas de Québec ou de Canada qu'on va m'apprendre mon métier. Donc je sais très bien qu'il y a des tentatives de manipulation, cela ne remet pas en question. Moi, je ne vais pas regarder les choses dans le petit bout de la lorgnette. Je vais voir l'immense majorité des Algériens qui aspirent à avoir une vie apaisée, avec tous leurs droits, les droits d'expression, de ne pas être détenus d'opinion. Ça, c'est inacceptable. Je ne l'accepte ni de l'État algérien, ni dans aucun État du monde. Oui, il n'y a pas de manière visible des avancées. Moi, mon propos, il est lequel? Moi, j'ai toujours eu la posture de médiateur durant mes 32 années de carrière. 32 années de carrière, et c'est mon métier que de faire de la médiation. C'est de tenter de rapprocher sans faire de face-à-face, parce que le face-à-face, il est toujours voué à l'échec. On le voit bien malheureusement avec les personnes qui sont bloquées à Roissy. Lorsqu'on est dans le face-à-face, avec l'État algérien, mais avec beaucoup d'autres États dans le monde, c'est voué à l'échec. Moi, ma position et ma posture, quelle est-elle? C'est de faire évoluer les processus de l'intérieur et de tenter de faire rapprocher deux parties diamétralement opposées avec des intérêts différents. De ce point de vue, je ne suis pas dans l'agenda de l'État, je ne fais aucune offre de service. Vous savez, à 53 ans, j'ai fait toute ma vie. Ma vie, elle est derrière moi. Monsieur du Canada, votre vie est derrière vous. Moi, elle est pratiquement derrière moi. Donc, je n'ai pas besoin de l'Algérie. Voilà. Donc, ma position, elle est d'être dans la médiation. C'est la position la plus difficile et la moins acceptable. La preuve, c'est que en général sur vos plateaux, sinon c'est pour ça que moi je vous remercie vraiment de m'inviter. Vous faites la preuve d'une déontologie qui est pour moi admirable, parce que sur l'ensemble de vos plateaux, je suis toujours le seul à avoir un avis dissonant par rapport tout le reste de vos invités. Donc de ce point de vue, vous faites un élan journalistique très 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 important. Mais évidemment, je vais être en minorité sur votre plateau, c'est une évidence. Mais j'assume cette position de médiation. Il n'y a que cette voie qui pourra faire évoluer les choses. Le face-à-face, il est perdu d'avance. Ok.
Adel Jabbar, le face-à-face est perdu d'avance, alors que le peuple, bien sûr, il est dans sa logique, parce qu'il voit bien que le pays est en train de partir dans une direction Rabbi Stop, donc il veut sauver ce pays. Et comment vous voyez donc le pacifisme et l'unité des Algériens toutes ces semaines de Hirak? Pour sauver ce pays, c'est très simple, que ce pouvoir dégage, qu'il remette les clés de la souveraineté, les clés du pays à un peuple qui veut être souverain chez lui. Les Algériens sont sortis au mois d'avril 2019 pour dire c'est aussi clair que ça. Maintenant, je vais juste, si vous permettez, répondre à M. Guessoum pour former définitivement. Moi, je n'ai jamais fait le reproche à quelqu'un d'être né en France. C'est vous qui avez dit que vous étiez né en France. M. Guessoum, vous êtes médiateur, donc vous avez l'art de tenir le bâton par le milieu. Quand j'entends votre discours et votre rhétorique, vous êtes avec Tebboune et vous êtes avec le peuple. Moi, je suis avec le peuple. Moi, je suis contre Tebboune et son régime dictatorial et cette oligarchie de généraux prédateurs. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne reviens pas là-dedans. Vous avez 32 ans de carrière. Moi, j'ai eu 40 ans d'international, 87 pays visités et 4 fois le tour du monde. Donc, j'ai de l'expérience, aussi bien dans mes jambes que dans ma tête. Et je ne vous vole pas votre job de médiateur, de conciliateur, de négociateur, de tebki ma'addib ou de salq ma'azai ne m'intéresse pas. Moi, je suis un gars tranchant. Et je prends position fermement contre l'injustice. C'est l'injustice, la hagra qui me révolte. Je ne l'admets pas pour moi. C'est pour ça que je lutte de toutes mes forces. À partir de mon confort du Canada, comme vous l'appelez, de prendre parti. Ce matin, j'ai été au Hirak et je suis revenu en courant parce qu'on m'avait appelé pour me dire « Vous avez une émission, vous devez passer à une émission avec nous ». Donc moi, je ne tiens pas le bâton. Moi, je suis comme un joueur de baseball. Je prends le bâton pour frapper la balle et la fracasser en dehors pour faire un grand circuit. Donc, qu'on arrête ce jeu-là de manger avec le loup et de pleurer avec le berger. Maintenant, la solution est très simple. Qu'y a-t-il de changé dans notre malheureux pays depuis le coup d'État de Gaïd Saleh, qui nous a menti et qui est parti avec nos malédictions? Parce que c'est lui qui nous a mis dans cette situation-là. Cheb, ça fait 112 semaines. 112 semaines qu'il est en train de dire « Barakat ». Ils ont mis à profit une année de congé pandémique, je ne sais pas si ça se dit, pour pouvoir faire passer toutes les lois les plus liberticides, les plus iniques, les plus anti-nationales, parce qu'ils ont profité de cette pandémie. Ils ont organisé leurs singes. Chaque soir, ils viennent ramasser des jeunes de chez eux. Ils ont instauré un climat de terreur, comme les tontons macoutes de Haïti du temps de Duvalier. Et aujourd'hui, ils n'ont jamais cessé de dire, le Hirak est mort, venez investir dans notre pays, le pays est pacifié, nous l'avons pris en main, nous n'avons plus absolument aucun problème. Ils ont négligé un peuple qui lutte pour sa dignité. La dignité ne se vend pas, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et ce peuple-là ne baissera jamais les bras. Moi, j'ai vu une image qui m'a sublimé. C'est l'image du petit jeune Saïd dont on a voulu entacher la moralité, un enfant de 15 ans. Si nous étions dans un pays de droit, comme ici ou comme en France, ce procureur de la République qui avait attenté au moral de ces jeunes qu'ils ont injustement mis en prison, et ce petit jeune de 15 ans qu'il a accusé à demi-mot d'homosexualité, il aurait été viré de son poste, poursuivi en justice et mis en prison parce qu'il a enfreint leur loi comment dirais-je, de dire des choses qui étaient supposées être sous instruction, parce que le dossier n'était pas encore ficelé, mais on a vu. Ils les ont arrêtés le matin, l'après-midi, ils les ont mis en prison, le lendemain, ils les ont présentés, et le dossier d'accusation qui mérite la cour d'assises ou la chaise électrique ou la chambre à gaz était déjà prêt pour les flamber. 5 jeunes qui n'ont strictement rien fait, alors que les voyous, les bandits, les voleurs, les traîtres
Aujourd'hui, on est en train de signer un acte de très haute trahison pour envoyer nos jounoud, non pas dans les frontières, pour les envoyer en dehors des frontières, comme ils ont fait avec nous en 75-76. En 75, ils nous ont menti. Nous étions des jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée. J'ai failli mourir à 25 ans parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque, ils nous ont menti pour dire nous allons, كما قالنا الحيوي عندنا صحابه رايفه في الحدود نتاعنا وحنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش حتى لقينا رواحنا لابسين القناضر ولي باتوغا وحطوا لنا دي ميداي تاع الحديد افيك دي بلاك ولحاونا الكواخت نتاعنا وبعثونا بير لحلو تيفاريتي سماره وانا فين عام قالا ورصاص ولا يخيط يا الخوباته يا المجرمين. Et quand 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines, Bouteflika الخبيث المجرم واش قال لهم حنا ما بعثنا حتى واحد. Et Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit donc ils ne sont pas protégés par la Convention de Genève. Ils ont passé 25 ans de ban. Limat ou l'ijab diabète, beaucoup pratiquement. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. ما تغنيوش على الشعب تاع الجزائر. ما تبعتوش ولاد الشعب. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. On a été rejoint par le professeur Belkacem Boukhrouf, économiste et analyste politique. Belkacem Boukhrouf, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Belkacem Boukhrouf, si on revient un peu à la situation que beaucoup qualifient de chrysogène dans tous les domaines, comment vous voyez le Hirak et cette accentuation des marches et aussi beaucoup d'Algériens parlent de Tas'id parce qu'ils voient une situation qui se complique. Elle est politique au cœur, mais aussi elle est socio-économique. Votre lecture, Belkacem Boukhrouf? Il faudra savoir que nous venons de boucler le 26e mois du Hirak, d'un mouvement populaire extraordinaire et inédit, et le pouvoir qui était attendu sur des questions profondes, notamment celle de la réforme de l'État, celle de la refonte totale des institutions, n'a absolument pas bougé le petit doigt. Il faudra savoir que les Algériens, lorsqu'ils sont sortis, ils ont demandé à ce que le changement soit profond. Et en cela, il fallait toucher le fondement de l'État, il fallait toucher les institutions, jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas une seule loi importante dans ce pays. Il n'y a pas une seule convention qui a été changée. Tous les textes qui ont fondé le fonctionnement du régime passé sont aujourd'hui là et ils continuent à servir pour le maintien de ce régime. Ni la loi, ni les lois de finances n'ont été amendés, ni les codes de l'investissement, ni il n'y a que le code des procédures pénales qui a été un peu renforcé pour pouvoir mater encore plus le peuple. Sur le plan économique, on ne voit pas de réforme. Il y a plus de fermeture que d'ouverture. Il y a eu même une sorte d'OPA sur le secteur économique, qu'il soit privé ou public. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même pas. Il ne faut pas avoir peur des mots. Nous n'avons plus d'économie, nous n'avons plus de valeur dans le fonctionnement. Nous n'avons même pas d'institution. Et quand l'État est absent, le peuple va chercher à avoir son propre État. Je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui dans la rue, la recrudescence, le retour en force du Hirak, le fait que les femmes, des jeunes sortent aujourd'hui de plus en plus dans la rue, c'est que l'envie de liberté, le besoin d'État libre, le besoin de s'émanciper en tant qu'Algérien se ressent de plus en plus. Quand on nous a bombardé Belkacem Boukhrouf de ce projet de l'Algérie nouvelle, de El Jadida, et quand on voit des images des gendarmes, des élus, un chef de cabinet, d'un wali, et des queues interminables pour un bidon d'huile de table, on se pose, est-ce qu'on est en train de vivre un cauchemar? On parle de 2021. Et la situation, elle est très difficile pour les Algériens. Ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Et comme vous le dites, nous sommes dans une vraie impasse.
faudra savoir que tout est préfabriqué dans ce pays. La crise économique, du moins, en tout cas les pénuries sont préfabriquées. Il faudra savoir que effectivement sur les 11 raffineries de l'huile qui sont en fonction, en activité, 10 ont dû fermer. Il ne reste que le groupe Civital qui continue à travailler, mais il faudra savoir que c'est un géant industriel qui répond à l'équivalent de 130% des besoins de l'économie nationale en termes de l'huile de table. C'est-à-dire que même si toutes les entreprises ferment, il ne resterait que le groupe Civital, nous n'aurons plus de crise d'huile. Mais il se trouve que ça a été préfabriqué pour maintenir en laisse ce peuple et pour la servir davantage. En pensant pouvoir créer une crise économique et sociale, on détournerait l'Algérien des revendications politiques, ce qui est une erreur monumentale. L'Algérien, lorsqu'il se sent malaisé économiquement et socialement, il transforme cela en revendications populaires, ce qui explique un peu le retour en force des jeunes vers le Hirak. Et encore, quand on l'économie, il faudra savoir que nous subissons un double effet de crise sur le plan économique. La Covid a fait son œuvre, mais il faudra savoir qu'aussi, pour des raisons purement, on va dire, populistes, et pour un peu soigner leur vitrine, ceux qui étaient aux commandes du pays se sont attaqués à la sphère économique. La plupart des grands groupes ont été mis à plat dans des procès un peu ubuesques. Et aujourd'hui, on le paye. L'activité économique s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on a présenté l'économie, l'entrepreneur algérien, parce qu'on a présenté, en tout cas, le propriétaire de capital en Algérie comme étant un voleur potentiel. Et aujourd'hui, la machine économique s'est arrêtée par calcul, par peur ou parfois par incapacité à survivre dans ces moments de crise et dans ce contexte. Mais quand vous parlez de la machine économique, Belkacem Boukhrouf, beaucoup d'économistes ont qualifié qu'il n'y a pas d'économie en Algérie. Il n'a jamais existé, on n'a jamais eu d'économie pour parler de l'économie. Vous savez, il y a une économie, mais une économie orientée. Il y a une économie, mais c'est une économie qui est au service, en tout cas, de la sphère politique. Mais ce n'est pas tant l'économie qu'il n'y a pas, mais c'est un peu les objectifs qu'on a signés à l'action économique qui doivent être revus. La machine économique a été conçue pour permettre au pouvoir de se maintenir, de s'enrichir et de constituer un système de privilèges. C'est ce qu'on appelle l'économie des privilèges ou l'économie de la rente. Elle existe et c'est probablement l'un des aspects de la revendication. Nous exigeons à ce que, comme les aspects économiques et politiques et sociaux, l'aspect économique soit totalement revu, fasse l'objet de réformes profondes pour l'extraire un peu des calculs politiciens. Aujourd'hui, il faudra savoir qu'il y a de jeunes Algériens qui ont d'excellentes idées, il y a des entreprises innovantes, il y a des entrepreneurs qui veulent de bien pour ce pays, il y a des outils de production qu'on peut mobiliser, il y a... Donc il est où le problème Le problème est dans les textes, le problème est dans les institutions de la régulation de l'économie. Les institutions censées réguler l'économie permettent aux Algériens d'accéder équitablement à la richesse. Cette machine de régulation qui devrait permettre à tous les Algériens de s'émanciper en tant qu'acteurs de l'action économique ont été plutôt, en tout cas, serrés par cette machine qui ne fait que servir ceux qui nous gouvernent. Nous sommes dans une économie où ceux qui ne produisent n'exploitent pas le résultat de sa production. Ce sont plutôt des rentiers, ce sont plutôt ceux qui sont dans des positions institutionnelles qui en profitent. Regardez bien, il n'y a pas un seul général qui a une entreprise, mais en tout cas, ils sont tous riches. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à travers les institutions à capter une bonne partie de la richesse créée par ceux qui vont au travail avec la sueur de leur front. C'est toute la question aujourd'hui. C'est pour cela qu'on demande à ce qu'on lie toujours les questions économiques aux questions politiques, les réformes politiques aux réformes économiques, parce qu'on sait très bien que c'est là que le bas blesse, c'est là que le problème réside. Il faudra faire en sorte qu'on extrait même la sphère économique de la mainmise de ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Est-ce que ce pouvoir peut éviter donc les réformes politiques demandées par le Hirak depuis 2019 quand on sait très bien, donc, et vous êtes l'expert de la situation socio-économique que vit notre pays, et bien sûr qui a été aggravée par la situation du Covid.
Non, je pense que c'est juste une question de coût. Le régime en place a perdu énormément de temps. La chance lui a été donnée de mener des réformes de façon apaisée sans qu'il y ait un coût social ou politique qui paraît lourd, mais avec le retard, avec les altermoiements, avec les errements, nous risquons de le payer très cher. Les conditions de paix, de pacifisme qui ont présidé au début des Hirak ne sont pas garanties avec l'accentuation de la crise socio-économique. C'est ce qui peut. Et puis, sachez très bien que avec le nombre de provocations que l'on vit de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment dans les services de sécurité, nous risquons de vivre des moments de violence. Et les moments de violence ne facilitent pas les réformes, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques. Mais fondamentalement, il y a quelque chose d'irréversible. Sur le plan politique et sur le plan économique, ils seront obligés de faire les choses et de les changer. La situation est intenable. On ne peut plus continuer comme ça. On peut à la limite faire dans la fuite en avant. On peut probablement jouer à la politique de l'autruche en faisant fi des problèmes qui se manifestent, mais en tout cas, il y a quelque chose d'irréversible qui sera enclenché. J'espère, j'ose espérer que dans les institutions, il y a des hommes et des femmes qui sont animés par une volonté et qui ne voudraient pas que l'Algérie s'enlise dans la violence et qu'ils entament aujourd'hui les processus de réforme exigé par le peuple. Il y a une occasion, à la limite, rien n'est totalement perdu, mais si l'on continue comme ça, nous risquons de payer le coût très très fort pour ces réformes. En tout cas, il y a quelque chose d'irréversible qui s'est enclenché. Très bien, reste avec nous, Belkacem Boukhrouf. Djemal Kssoum, je vais revenir à vous. Vous avez écouté le bilan dressé par l'économiste Belkacem Boukhrouf. C'est une situation très dangereuse que vit notre pays sur le plan économique, socio-économique, mais aussi le plan politique. Il a été rappelé à l'ordre par plusieurs organisations internationales en termes de dépassement des droits de l'homme, mais aussi il y a beaucoup de puissance dans les États-Unis à parler sur la situation des droits de l'homme en Algérie, mais aussi à supporter, si on peut dire, ce qui se passe en termes de Hirak pour donc, la réforme du système politique en Algérie. Cette annulation de la visite de Jean Castex, le Premier ministre, avec la délégation française, comment peut-on la lire, Djemal Kssoum? Alors, 4 points très rapides, pas plus d'une minute. Sur l'intervention de M. Boukhrouf, tout d'abord, j'entends, et ça fait plaisir parce que c'est très rare de l'entendre, que en faisant le lien entre la situation sociale et la violence qui peut en découler, et ça c'est une réalité, qu'il ne souhaiterait pas qu'on en arrive jusque-là. Déjà, ça c'est quand même très très important. Sur la question du lien entre les lois et les résultats, M. Boukhrouf faisait le lien, par exemple, en disant qu'il n'y a que le code de procédure pénale qui a évolué ou qui a changé, en tout cas, dans la question de la loi. Mais je pense que le fondement du problème en Algérie, ce ne sont pas tellement les lois. M. Bouteflika s'était représenté plusieurs fois alors que la Constitution lui interdisait. Donc la question de la loi n'est pas fondamentale. Ce qui est fondamental de ce point de vue-là, c'est la question de la gouvernance. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais ce n'est pas la loi. Oui, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il a dit, Djemal Kssoum. Il a dit rien n'a changé. Juste termine. Et donc, mais dans les propos de M. Boukhrouf, qui sont tout à fait cohérents, je le dis, sont tout à fait cohérents, je dis simplement, et c'est mon avis, que le mode de gouvernance, la gouvernance est un réel problème en Algérie et que ce n'est pas la loi qui va la changer. C'est vraiment ancré dans les profondeurs des institutions les clés pour faire évoluer les choses. Les lois seules ne pourront pas le faire. M. Boukhrouf parlait par exemple de pénurie fabriquée. Ce sont les termes qu'il a utilisés en disant, et c'est vrai, que M. Rabrab, donc c'est Vital, avait dit qu'il n'y a pas pour lui de crise d'huile, par exemple. Et c'est vrai, et là aussi, M. Boukhrouf a raison lorsqu'il fait le lien entre les manques à la limite de choses tout à fait basiques, l'huile c'est basique, et le fait qu'il y ait des conséquences politiques. Moi, je me rappelle de l'Algérie des années 80 où il manquait toujours quelque chose et l'état d'esprit du peuple était toujours orienté vers ce qui manquait et non pas vers la politique. De ce point de vue, il a encore raison. Sur la question de l'économie propre à l'Algérie, nous avons réellement une difficulté en Algérie, c'est que nous n'avons toujours pas un standard économique
qui soit en résonance avec l'économie mondiale, parce que l'Algérie n'est pas le seul pays au monde et qu'il n'y a pas de référentiel commun, en tout cas appliqué en Algérie, ce qui fait qu'on se trouve toujours en Algérie dans une espèce de presqu'île. Ça, c'est une difficulté. Sur votre question, Nasser, par rapport aux droits de l'homme, c'est votre dernière intervention, et en mettant en évidence l'intervention des États-Unis sur cette question et les déclarations qu'une association, je crois, en tout cas des USA, là, pour le coup, charité bien ordonnée, quand on passe sur la chaise électrique des gamins de 14-15 ans, on ne vient pas donner des leçons de morale à l'Algérie. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Si je peux... Adel Jebbar, je vais revenir à vous sur cette question donc de l'annulation de la visite du Premier ministre français avec la délégation qui était prévue. Beaucoup de lectures ont été faites, mais aussi beaucoup ont vu que des organisations, des ONG qui ont condamné l'Algérie par rapport au dépassement des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que cette annulation elle est liée par rapport à ces dépassements? Le régime algérien est tout simplement infréquentable. Il est infréquentable. D'une dictature, ils sont passés à un État, ils ont transformé l'État en État narcotrafiquant, aujourd'hui en État pédophile, en régime dictatorial qui opprime tout un peuple qui est dans la rue depuis 26 semaines. Il est infréquentable. La France officielle, pour ses propres intérêts, parce que c'est elle réellement qui n'a jamais enlevé les mains de l'Algérie, la visite de Castex ne voulait pas se faire un casse-tête en venant en Algérie. Moi, sarcastiquement, j'ai dit que la visite du chef de la plantation, parce que pour la France officielle, l'Algérie, c'est une bananerie. C'est tout. Ils viennent pour pomper, pour prendre, pour se servir. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment le peuple algérien, bien au contraire, ils ont affiché leur soutien franc, inconditionnel et permanent à une junte militaire qui opprime son peuple. Ils n'ont jamais fait passer des images du peuple dans la rue qui est en train de protester, de crier sa soif de liberté et d'indépendance. La France, par l'entremise de son ambassade en Algérie et de ses services de renseignement, a pris la température. Et elle sait que les Algériens l'attendaient de pied ferme pour dire « c'est aussi clair que ça ». Donc, ils savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je suis très content de l'annulation de cette visite parce que c'est une annulation Cindy. Donc, il n'y a pas eu de report comme ça, comme le disent les mégaphones de la dictature. C'est un report Cindy. Donc, il n'y a pas de date qui est fixée pour un autre rendez-vous. Oui. Sur le plan économique, je vais très rapidement synthétiser cette situation. Comme vous l'aviez si bien dit, il n'y a pas d'économie en Algérie. Il y a eu une économie administrée selon le modèle soviétique qui s'est effondré en 1979. Nous avions entamé des réformes économiques pour aller vers une économie de marché. Là aussi, nous avons échoué. Pour la seule fois où l'Algérie a eu la chance d'avoir un gouvernement sérieux, c'était le gouvernement de Mouloud Hamrouch, Ghazi Eiddoussi, Gomziane, qui ont entamé de véritables réformes économiques pour libérer la sphère économique de la mainmise des généraux, donc de l'armée et du pouvoir politique. Je termine avec ça, si vous permettez. Donc, cette économie-là est une économie distributive, c'est une économie de captation de la rente. Ce n'est pas une économie de production, donc ce n'est pas une économie qui produit de la richesse. Très bien. Djemal Ghessoum, sur cette question donc d'annulation de la visite de Jean Castex, le Premier ministre français, est-ce que vous pensez que le pouvoir ou le régime algérien est devenu infréquentable? Oui, effectivement, c'était votre dernier point. Je l'avais noté, j'ai omis de répondre à cette question. Alors, de là, parce qu'il ne faut pas être dans l'injonction paradoxale. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est mettre en évidence deux éléments qui s'affrontent totalement. J'entendais ici et là, il y a quelques secondes, que
la France a la main mise sur l'Algérie et qu'elle se fiche et qu'elle valide tout ce que fait l'Algérie, mais par ailleurs, elle n'irait pas parce que les rues d'Alger grondent. C'est être naïf comme pas possible. Ça fait 53 ans que je suis en France, donc je connais très finement la politique française. S'il s'agissait du fait que la rue gronde, mais la France s'en fiche. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc il ne faut pas mettre de manière corrélée le fait qu'à Alger, on les attendait, entre parenthèses, de pied ferme. Moi, je suis d'accord pour qu'on les attende de pied ferme. Moi, je les attends de pied ferme ici en France. Mais faire la relation entre le côté infréquentable et d'un renvoi s'inédié parce qu'il serait, l'État algérien serait infréquentable, mais c'est d'une naïveté enfantine. J'en souris vraiment intérieurement. La France se fiche de savoir qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Les États-Unis se fichent de tout cela. Ils visent leur propre intérêt, hein, et quand ils ont leur intérêt, ils vont là où il y a leurs intérêts, quelle que soit la situation. Et on l'a bien vu en Afrique, en Côte d'Ivoire, on l'a bien vu au Cameroun, jusqu'à ce que M. Gbagbo soit innocenté par la Cour pénale internationale. Donc, l'Algérie, la France se fiche du gouvernement fréquentable ou infréquentable. Donc, il ne faut pas aller dans cette idée-là. Si ça a été reporté, je ne lis pas dans la mare de café, je ne vais pas inventer une réponse pour vous faire plaisir, je ne le sais pas. Mais pour qu'on me dise, parce que l'État algérien serait infréquentable, comme disent les jeunes en France, quelle blague. C'est une blague. Très bien. Reste avec nous, Jabal Gessoum. Belkacem Boukhrouf, sur cette annulation donc, de la visite du Premier ministre français, comment peut-on la lire? Surtout qu'on a parlé de report, mais on n'a pas donné de date pour le report de cette visite. Alors, premièrement, je suis un peu sidéré par la légèreté avec laquelle les relations diplomatiques sont gérées entre les deux rives. Franchement, on ne peut pas annoncer en grande pompe dans les médias la venue d'une délégation de haut niveau où deux gouvernements allaient se rencontrer et puis l'annuler d'un revers de main. Ça prouve qu'il y a une légèreté, il y a un manque de sérieux des deux côtés, même si les deux côtés, les deux gouvernements essayent d'expliquer un peu les raisons de... Mais ça prouve que ça capote, que il y a quelque chose de très profond qui ne va pas en termes d'intérêt stratégique. L'un de M. Gessoum qui m'a précédé a dit qu'effectivement, en tout cas, du moins dans la rive nord, on ne pense pas aux amis, on pense plutôt aux intérêts. Donc il y a certainement un des dossiers les plus importants qui a coincé et qui a fait capoter la rencontre. Mais cela prouve aussi que l'Algérie, avec tous les discours que les médias algériens officiels et les gouvernants sont en train de nous servir, sert encore de grenier aux forces occidentales et que nous n'avons absolument aucun point pesant sur le plan diplomatique. C'est un peu sidérant pour nous, c'est un peu désolant pour un pays qui dit avoir mené une grande révolution, un pays qui se proclame comme force régionale et force de la rive sud. Je suis franchement désolé pour mon pays. Et quand l'Algérie dit, Belkacem Boukhrouf, que nous avons, donc, c'est nous-mêmes qui ont reporté donc, cette rencontre, du côté français, on est en train de dire la même chose, mais on va essayer d'écouter les déclarations du ministre du Travail, M. Djaboub, à propos donc, de la France dans le Sénat. On l'écoute et je reviens. أود أن أقول أن عجز صناديق الضمان الاجتماعي عبر العالم كلها تعاني. ونعطي بعض الأرقام اللي يمكن الرجوع إليها عن طريق الإنترنت. عدوتنا فرنسا التقليدية والدائمة عندها عجز في منظومة الضمان الاجتماعي ب 44,4 مليار أورو. Vous avez entendu Belkacem Boukhrouf, le ministre Djaboub qualifie la France d'ennemi ou d'ennemi éternel. Là, on se pose la question juste à la veille de ce déplacement du Premier ministre français. Comment peut-on lire aussi ces déclarations du ministre du Travail?
ce genre de propos me déçoivent, ce genre de propos me désolent. Je suis désolé, ils sont indignes d'un membre du gouvernement. On ne peut pas traiter le premier partenaire économique, on ne peut pas traiter un pays avec lequel nous avons des rapports historiques, des rapports politiques très spéciaux. On ne peut pas traiter la France qui reçoit, qui héberge et qui accueille grandement notre diaspora d'ennemis éternels. Je suis désolé, c'est de l'amateurisme politique. Ils n'ont pas encore atteint l'âge adulte de la politique. Ce sont ce genre de populistes, parce qu'en fait c'est du populisme de bas étage qu'il est en train de pratiquer pour un peu le servir à l'opinion publique à la veille des élections. Il le fait exclusivement pour cela. On ne peut pas nuire à nos intérêts diplomatiques, à nos intérêts économiques avec de telles déclarations très décevantes, très désolantes. Je suis désolé. L'Algérie mérite mieux que ça. Il faudra traiter d'égal à égal avec tous les pays, notamment avec la France. Il faudra savoir tirer son épingle du jeu, mais gérer de façon populiste, déclarer de telles choses, il ne sait pas qu'en disant cela, il nuit à nos malades, parce que nous dépendons essentiellement en termes de soins de santé de la France, du moins pour les soins à l'étranger. Il nuit à notre diaspora, il nuit à nos rapports économiques. Ce genre de déclaration n'arrange pas nos affaires, d'autant plus que nous en sommes dépendants. Il faut qu'on cesse de nous proclamer grands au moment où nous ne pouvons absolument rien face aux autres. كما يقولوا الزلط وتفرعين رانا تفرعنوا قدام الناس وما عندنا والو. On ne peut absolument rien. Si nous voulons affronter la France, il faut l'affronter sur le plan économique, il faut l'affronter avec de la démocratie, avec de la liberté, avec plus de liberté aux citoyens. Ce n'est pas avec de tels discours, avec de telles déclarations qu'on peut convaincre. La France est grande, voilà, que l'Algérie est grande. Belkacem Boukhrouf, reste avec nous. Adel Djebbar, comment peut-on qualifier les paroles de Djaboub, le ministre du Travail, qui qualifie la France d'ennemi éternel? Est-ce que c'est du populisme, comme le dit Belkacem Boukhrouf? Non, c'est du n'importe quoi. C'est indigne d'être tenu par un ministre, mais connaissant le niveau lamentable politique, technique, technologique de ceux qui nous gouvernent, je n'en suis pas du tout surpris quand je vois les discours ou les conférences de presse, entre guillemets, de celui de l'autodésigné président de la République. Je ne suis pas du tout surpris. Le niveau, vous savez, gouverner ne consiste pas à aider des grenouilles à administrer leur mare. Gouverner, c'est de l'art. Tout simplement, et le secret de gouverner est aussi celui de fermer les yeux de ce qu'il ne faut pas dire et de ce qu'il ne faut pas voir. C'est ça la véritable politique qui doit prévaloir entre des États. Pour moi, nous avons un conflit éternel à la France. Tant que la repentance sur les crimes qui ont été commis par la colonisation française n'ont pas été mise au grand jour et n'auraient pas comment dirais-je, flotter comme flotterait l'huile sur l'eau pour que des deux côtés de la rive, nous soyons apaisés et nous soyons avancés. Nous voyons le déni qui est fait par la France officielle à la mémoire de la révolution algérienne et à la mémoire de nos chouhada et à la mémoire de la mémoire algérienne. Donc sur ce plan-là, nous avons un conflit qui n'est pas encore réglé. C'est un conflit mémoriel, sans plus. Mais comme le disait votre invité, Monsieur Bou, j'ai oublié son nom, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, les combats se mènent sur le développement, sur l'économie, sur la création de la richesse, sur la démocratie. Il ne faut pas rêver. On ne prend pas comment dirais-je, un voyou ou un bandit pour le transformer en prophète. Je sais qu'en vieillissant, le diable ferait tout pour devenir prophète, mais ce n'est pas le cas de ce régime. On a pris les mêmes. L'Algérie est encore une démocratie militaire, entre guillemets. Donc qu'on ne nous raconte pas des histoires. Le fond du problème est connu, la forme est connue. Le problème numéro 1, c'est le logiciel qui est militaire, qui existe et qui a ruiné ce pays-là. Nous n'irons nulle part avec ces gens-là. Comment ?
Restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviendrai à vous parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Jamel Kssoum, il ne faut pas rêver. C'est ce qu'ils disent les Algériens. Chaque semaine, rien n'a changé. Le régime le pouvoir est en train de préparer des élections, alors que les Algériens n'arrêtent pas de scander Makash Intikhabat Ma'al Isabat. L'incompétence est en train de prendre de l'ampleur quand on entend des déclarations d'un ministre du Travail qui parle de la France à la veille d'une visite comme un ennemi éternel, bien sûr, faisant allusion au populisme, si on peut dire, et aussi à ces élections qui veut ces élections législatives prévues le 12 juin. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est ce genre de politique dont on a besoin pour un changement radical de la situation en Algérie? Alors, disons que je vais quand même peser mes mots parce que il n'est pas dans mes us ni coutumes que d'utiliser un langage ordurier quand on parle de l'Algérie et précisément sur des choses aussi importantes que celle-ci. Ce n'est pas à mon habitude. Je dirais simplement là pour le coup très rapidement que effectivement la déclaration du ministre du Travail à la veille de cette n'a absolument aucun sens. Je reprendrai mot pour mot tout ce qui a été dit par monsieur Boukrou. L'enjeu pour l'Algérie, c'est l'économie nationale. Il y a beaucoup d'éléments. La diaspora, elle est importante. J'en fais partie. De ce point de vue, je vous renvoie aux déclarations, ou en tout cas aux propos de M. Boukrou. Je n'ai pas un mot à rajouter de plus. En ce qui concerne la question des demandes et de l'élection législative, j'ai un regard, je dirais, peut-être un peu plus nuancé. Est-ce que je peux vous poser une question très rapidement, oui. Est-ce que vous êtes candidat pour ces élections? Alors, je ne me suis pas encore déterminé car j'attends des éléments d'information pour ne pas revivre la séquence de 2017 où il y avait des urnes remplies, etc., et que j'ai moi-même vu, et j'en avais parlé très rapidement lors d'un de vos plateaux. Je ne suis pas sûr de me représenter. J'attends des éléments concrets qui me fassent dire que je ne vais pas être une marionnette parce que je n'ai pas le temps d'être une marionnette. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr de cela. Est-ce que ces élections changeront l'Algérie, Jamel Kssoum? Est-ce que ces élections changeront l'Algérie? Alors, ma position, elle est clairement celle-ci, candidat ou pas. C'est que plutôt que d'être dans le stand, enfin dans les tribunes d'un match de football, à critiquer ceux qui jouent et parce qu'ils joueraient peut-être mal, eh bien moi, ma position, elle est qu'il faut mettre le maillot et ses crampons, aller sur le terrain et jouer pour faire gagner une équipe. Mais quand vous l'avez dit, Jamel Kssoum, quand les jeux sont faits, est-ce que vous pensez qu'il faut jouer, même si les jeux sont faits? Non, il ne faut pas jouer. J'ai eu une expérience en 2017, Nasser. Donc, si les jeux sont faits, il ne faut pas y aller. Mais là, c'est une évidence. Ou alors, il faut avoir un et c'est ce qu'ils disent les Algériens. C'est ce qu'ils scandent, Jamel Kssoum, quand il parle, ils disent chaque semaine, Makash Intikhabat Ma'al Isabat, parce qu'ils savent très bien que depuis 62, toutes les élections ont été truquées. Il n'y a pas eu d'élection transparente. La seule élection qui était transparente, dont le peuple avait choisi, 91, c'était 91. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais il n'y a eu jamais d'élection transparente en Algérie. Mais il y a toujours une première fois. Est-ce que ce sera en 2021? Ça, je ne saurais le dire. Moi, j'attends des éléments concrets pour vérifier cela. Et votre question était tout à fait judicieuse. Est-ce que, en plus, vous répondez indirectement à la question, c'est est-ce que si les jeux sont faits, est-ce qu'on doit y aller? C'est une évidence que s'il pleut, ça mouille. Donc, si les jeux sont faits, bien évidemment, je n'irai pas parce que je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas qu'un engagement que je souhaite pour l'Algérie avec les spécificités qui sont les miennes et les compétences qui sont les miennes. Je ne vais pas perdre de temps dans une élection qui serait toute faite. Je ne suis pas une marionnette. Ça fait 53 ans que je n'ai pas besoin de l'Algérie. Je vous le dis très clairement. Je n'ai jamais été un jour à l'école payé par l'Algérie. Je n'ai jamais bénéficié d'une seule visite médicale payée par l'Algérie. Donc, de ce point de vue précis, je ne suis pas dépendant de l'Algérie. Par contre, je souhaite lui apporter mon expertise, mes capacités en termes de médiation,
de rapprocher les points de vue. Tels sont mes objectifs. Si ces élections s'avèrent transparentes, ce que j'espère, et vous avez raison de dire que les seules élections transparentes ont été en 91, c'est clair. S'il s'avère qu'elles sont transparentes, et j'attends des informations précises, j'irai. Si c'est pour jouer la marionnette, pas question. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum. Belkacem Boukhrouf, si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, vous l'avez bien dit aussi que le problème est avant tout un problème politique. Quand un pouvoir s'entête et dénie et dans le déni total par rapport à la situation que vit notre pays, il organise des élections, il parle des élections, il essaie de convaincre des partis pour participer à ces élections, mais quand on voit de l'autre côté aussi la majorité du peuple algérien qui dit que est-ce que vous pensez que ça va encore empirer la situation ou ça va encore nous mettre encore dans l'impasse totale par rapport à la situation politique en Algérie? Moi, je l'ai dit, je le répète, la situation est grave, la crise est profonde et toute occasion perdue va nous coûter encore plus. Je pense sérieusement que si les élections pouvaient être la solution, on s'en serait sorti il y a longtemps. Mais en tout cas, on l'a compris. Le problème n'est pas dans les échéances électorales, le problème n'est pas dans telle ou telle chambre qu'il voudra changer, le problème est dans la nature du régime. Là, aujourd'hui, le dossier numéro 1 qu'il faudra mettre à la discussion, c'est celui du changement de la nature du régime. Il faudra définitivement quitter le carcan du régime militaire. Il faudra définitivement démilitariser les institutions et démilitariser l'action politique dans ce pays. C'est à ce titre que nous allons nous émanciper au stade des démocraties et c'est à ce titre que nous pouvons quand même lever la tête devant les autres peuples. Il y a aujourd'hui une question fondamentale qu'il faut trancher. Quel est le type de légitimité que nous devrions chercher? Si nous voulons aller vers une nouvelle légitimité autre que celle de la légitimité révolutionnaire et de la légitimité historique, il faudra probablement repenser notre façon de vivre dans les institutions. Il faudra ancrer plus la démocratie. Je le vois, je suis en train d'observer, je suis en train de me renseigner auprès des amis et auprès des amis de mes collègues un peu partout dans toutes les wilayas. Il y a un retour en bonne et due forme de ceux qui ont fondé qui était le trépied du pouvoir, le FNL, le RND et un certain nombre de partis islamistes opportunistes sont en train de jouer le jeu du pouvoir et de le relégitimer. Nous allons avoir une APN qui est la sale photocopie de celle qui a été dissoute il y a cela moins de 3 mois. Nous ne pouvons plus aujourd'hui donner confiance à un pouvoir qui a fait de la fraude électorale, qui est la pire forme de l'expression dictatoriale, son jeu favori. On ne peut pas aujourd'hui faire croire à l'Algérien qu'une élection peut l'extraire de la crise qu'il est en train de vivre. En tout cas, du moins, pour ce qu'on le voit, c'est un non-événement. Et je vous le dis franchement, en tout cas, ils le savent très bien, il y a une note qui est donnée au service de sécurité pour faciliter les choses à un certain nombre d'acteurs pour collecter des signatures parce que la plupart sont en train de crapoter et qu'ils n'arrivent pas à collecter au moins 500 signatures. Donc vous voyez, l'échec est déjà programmé, l'échec est là, mais ils savent s'en servir, ils savent continuer à s'enfoncer davantage. Quand ils sont dans une logique de survie, et je pense qu'ils sont prêts à nous faire payer trop cher les choses, l'essentiel qu'ils se maintiennent, et ça sera encore, comme je vous l'ai dit, une occasion perdue pour ce pays. Ils ne savent pas qu'ils ont tout un pays entre leurs mains et qu'ils peuvent le faire sortir par la petite porte de l'histoire. C'est ce qui va nous désoler un jour. Très bien, merci à vous, Belkacem Boukhrouf. Jamal Ghessoum, je reviens à vous et le mot de la fin sera donné à Adel Jabbar. Jamal Ghessoum, le problème est dans la nature du régime et ça sera encore du temps perdu pour le peuple algérien d'organiser donc des élections qui n'est pas donc voulu par la majorité du peuple algérien. Nous verrons. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, et ce qui me désole vraiment, c'est que M. Boukhrouf a raison. Ça me désole énormément. J'aurais préféré dire qu'il est tort. Sur la question
de l'organisation des élections, il y a un fait très important en France, que je constate en France, c'est peut-être le cas en Algérie. C'est que les listes indépendantes, les candidats indépendants, sont dans l'impossibilité technique et temporelle. C'est impossible pour eux, du fait de la crise du Covid, du fait de l'organisation et de la structure de récolte des parrainages, il leur est tout à fait impossible. Et j'ai estimé à 95% l'impossibilité des indépendants en France de déposer leur candidature. Ce qui a pour finalité de donner raison à M. Bokroua, malheureusement je dirais, sur le fait qu'en finalité, qui pourra se présenter? Uniquement les partis. Quel parti? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, de ce point de vue, M. Bokroua, je suis désolé pour moi de dire que vous avez raison, de ce point de vue-là. Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs, Sina, l'interrogation qui est la mienne, à savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Voilà. Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup d'organiser des élections? Ça, je pense que nous allons le voir courant avril. Très bonne question, Sina. Est-ce que ça vaut Restez avec Alors, moi, je le saurais. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans une famille, ce n'est pas parce que la majorité de vos enfants demandent quelque chose que le père de famille dira que c'est pas parce que c'est la majorité des enfants qu'ils ont forcément raison. C'est aussi valable à l'échelle d'un pays. Mais ça, nous le saurons, je pense, courant mai, nous serons fixés sur cela. Très bien. Merci à vous, Jamel Guessoum. Adel Jabbar, le mot de la fin, est-ce qu'on est face donc à une fuite en avant? Le titre de l'émission, c'était ça, la fuite en avant du pouvoir face à une situation dangereuse, bien sûr, que vit notre pays sur tous les niveaux. Le mot de la fin, Adel Jabbar. Le mot de la fin, c'est que nous allons encore vers une parodie d'élection. Nous allons dépenser beaucoup d'argent dans un pays qui coule de tous les côtés sur le plan financier. Il y a une grande paupérisation de notre peuple. 60% des Algériens ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins. Comme je l'ai dit, les Algériens ont aujourd'hui peur de la fin du mois et pas de la fin du monde. Ce régime-là n'a produit que le mensonge. Le mensonge, comme on dit, est l'ABC de la trahison. Pour terminer, je reprendrai une formule de M. Guessoum qui nous dit une évidence. Il nous dit s'il pleut, ça veut dire que ça mouille. Moi, je lui répondrai en lui disant qu'il est en train de faire comme le banquier. Il enlève le parapluie au client quand il commence à pleuvoir. Et c'est exactement ce que fait ce régime qui essaye, encore une fois, de nous arnaquer. Ça ne marchera pas. Les Algériens s'opposeront de toute leur force contre ce simulacre d'élection. Je reprendrai encore une fois pour terminer. Monsieur Guessoum dit attendre des nouvelles ou des garanties. Il reconnaît en lui-même qu'il a été le dindon de la farce et une marionnette, un lapin. Aujourd'hui, il attend encore des garanties pour savoir s'il se présentera ou pas. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ça ne changera rien dans la vie du peuple algérien et dans notre manière de voir la problématique et le gros problème politique qui est posé par cette oligarchie militaire, dictatoriale et inculte. Voilà. Merci à vous, Adel Jabbar, analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci à Jamel Guessoum, ex-candidat aux législatives algériennes, qui était avec nous depuis Paris. Merci à professeur Belkacem Bokrouf, économiste et analyste politique. On s'excuse, on n'a pas pu joindre Maître Nassima Al-Zazgui, avocate et militant des droits de l'homme. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.